Bonjour à tous et merci de votre fidélité à Dimanche en politique sur France 3 Bourgogne. 6 mois après les élections législatives qui ont donné une large majorité à Emmanuel Macron, nous ouvrons le débat ce dimanche matin. Le nouveau monde annoncé par le président de la République est-il en marche? Y a-t-il une évolution dans la façon de faire de la politique? Les réformes voulues par Emmanuel Macron vont-elles porter leurs fruits? La vie des Français a-t-elle déjà commencé à changer? 2 députés bourguignons ont accepté d'en débattre ce dimanche matin en direct sur France 3. Fadila Khattabi, bonjour. Bonjour. Vous êtes députée La République En Marche de la 3e circonscription de Côte d'Or. C'est votre premier mandat à l'Assemblée nationale depuis juin dernier. Rémi Delatte, bonjour. Bonjour. Vous êtes député Les Républicains de la 2e circonscription de Côte d'Or et c'est votre 3e mandat. Merci à tous les deux d'avoir accepté de débattre aujourd'hui. Vous qui nous regardez, vous pouvez bien sûr commenter en direct cette émission sur les réseaux sociaux avec le hashtag #DimPolBourgogne. Vous en avez l'habitude. Alors pour débuter ce débat, j'ai envie de vous demander à tous les deux comment vous avez vécu ces presque 6 mois de mandat. Alors pour vous, Fadila Khattabi, qui êtes nouvelle au Palais Bourbon, comment ça se passe? Écoutez, ça se passe bien. C'est vrai que le rythme il est relativement soutenu. Le président de la République veut aller vite, vite et bien. Donc nous n'avons pas perdu de temps. Dès cet été, les premiers textes de loi ont été mis sur la table et adoptés. Donc je pense notamment sur la loi de la moralisation de la vie publique ou encore les ordonnances. Donc nous sommes allés très très vite sur la loi travail. On dit que les nouveaux députés, notamment ceux de la majorité, sont épuisés, fatigués. Alors d'abord, est-ce que vous en faites partie? Est-ce que vous constatez une certaine fatigue chez vos collègues? Écoutez, je crois qu'en tout cas à titre personnel, y compris d'ailleurs pour mes collègues, c'est un honneur de pouvoir servir la France, de pouvoir servir les Français. Nous sommes tout à fait conscients des enjeux. Il y a des attentes. Nos compatriotes ont des attentes très importantes sur le plan de l'emploi, sur le plan du logement, sur le plan de l'éducation. Et donc nous sommes tout à fait conscients que nous n'avons pas de temps à perdre. Alors Rémi Delatte, vous êtes député depuis 2007, vous avez été dans la majorité, dans l'opposition, vous connaissez bien le Palais Bourbon. Comment vous avez vécu ces 6 mois? Est-ce que ça a beaucoup changé? D'abord, d'emblée, je vais vous dire que c'est plus confortable d'être dans la majorité que dans l'opposition. Ouais, c'est surprenant ça, tiens. Parce qu'il y a des gens pour qui c'est très confortable d'être dans l'opposition, vous savez aussi. Écoutez, en tout cas, je suis de ceux qui aujourd'hui observent effectivement qu'il s'est passé quelque chose d'important derrière l'élection d'Emmanuel Macron, qu'il y a une attente très forte des Français et qui a d'ailleurs justifié en partie cette élection, un renouvellement d'image, une volonté de réforme derrière 5 années qui ont effectivement paralysé, qui ont cabossé, j'ose le mot, qui ont cabossé la France et qui nous ont placés dans un environnement sur le plan économique, social et politique désastreux. Et donc il y avait une vraie attente des Français. Et aujourd'hui, l'image d'Emmanuel Macron, une image de la jeunesse, une image renouvelée de la politique, moderne, j'ose le mot, fait qu'il y a aussi une mobilisation de l'opinion en faveur du président de la République, mais qui, au niveau de l'organisation du Parlement en particulier, n'est pas aussi évidente. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez l'impression de ne pas être suffisamment considéré? Est-ce que le pouvoir du Parlement est un peu mis de côté aujourd'hui? Vous avez dit le mot, complètement, et on le voit aujourd'hui avec les ordonnances travail. Les ordonnances travail, c'est un texte qui était très attendu et que nous soutenons. C'est pour dire que je suis dans une opposition tout à fait objective. Mais vous ne vouliez pas d'ordonnance, vous vouliez pouvoir débattre sereinement de tous les articles un par un? On sait qu'il y a urgence effectivement à réformer au niveau du travail, mais on ne peut pas retirer d'emblée au Parlement son rôle de débat, de proposition. Et je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, mais je suis surpris dans ce mandat de voir qu'on n'instaure pas le débat au sein de l'Assemblée nationale, parce que le groupe La République En Marche, qui est un groupe puissant avec plus de 300 députés, se trouve en réalité dans une démarche, et ma collègue Fadila Khattabi le dit elle-même, il faut apprendre, il faut observer, et c'est difficile aujourd'hui de s'impliquer directement dans le débat, et on voit bien qu'il y a une certaine caporalisation, j'ose aussi le terme, des députés qui n'ont pas le droit de faire ce qu'ils veulent. Vous êtes caporalisé, Fadila Khattabi, on va y venir. On va y venir, d'un mot, et puis je vais vous donner des exemples précis. Je voudrais déjà revenir sur ce qu'a dit Monsieur le député.
sur la situation et l'héritage du président Hollande. Vous oubliez que vous avez fait partie d'une majorité sous Nicolas Sarkozy et que la situation était aussi extrêmement difficile. Je l'avoue, il y avait la crise. J'avoue, mais il n'avait pas pris non plus les mesures adaptées à la situation quand même qui était catastrophique. Donc le président Hollande, j'ai envie de dire qu'il a fait ce qu'il a pu avec l'héritage aussi qu'il a eu. Donc je le dis. Et concernant la caporalisation, alors pas le du fait tout, que vous êtes un groupe pléthorique et que c'est compliqué écoutez, à gérer. il a fait, monsieur le député a fait aussi partie d'une majorité très forte. Il y avait aussi une majorité précédente qui était aussi importante. Aujourd'hui, effectivement, la République en marche, nous sommes 313 députés, la République en marche, sans compter effectivement le MoDem, donc un groupe important. Mais nous travaillons ensemble, nous débattons. Il y a le travail en commission, le travail en audition, le travail dans l'hémicycle, nous débattons et nous ne sommes absolument pas caporalisés. Alors vous en parliez il y a un instant, Fadila Khattabi, avec sa loi de moralisation de la vie politique. Le gouvernement d'Édouard Philippe a tenu à lever le flou sur un certain nombre de pratiques des élus parlementaires, notamment avec la suppression de l'emploi des membres de leur famille. Alors une question, est-ce que c'est suffisant pour que le nouveau monde advienne, le fameux nouveau monde dont a parlé Emmanuel Macron? Cette loi était tout de même attendue surtout suite à l'élection présidentielle et aux affaires qui ont entaché la classe politique. C'était important. Donc aujourd'hui, oui, cette loi fait en sorte qu'aucun député ne peut désormais embaucher un membre de sa famille, un conjoint, son enfant. Donc c'était aussi important. Il y a eu également la suppression de la réserve parlementaire qui, bien sûr, qu'elle était utile pour certains projets dans les territoires, etc. Mais je n'en doute pas. Mais de quoi parlons-nous? On parle de 140, 150 millions d'euros. Les associations... Pour ce qui concerne les associations, c'est un budget de 2 milliards. Donc voilà. Sur la réserve parlementaire qui a donné lieu à des débats intenses, on va dire même houleux, y compris au Sénat, c'était important. Ce qui était reproché, c'était la ventilation de manière clientéliste. Et puis nous considérons effectivement qu'un député, il est là pour légiférer, faire des lois, améliorer le quotidien de nos concitoyens et pas pour distribuer une enveloppe de manière clientéliste. Rémi Delatte, l'ancien monde, c'est un peu vous, hein. C'est finalement ce que vous reprochez à Emmanuel Macron, ce qu'il reprochait aux partis traditionnels, dont les Républicains. Est-ce que vous avez l'impression que l'ancienne façon de faire la politique est révolue aujourd'hui ou est-ce qu'on est encore là-dedans? La loi de moralisation aurait pu être tout à fait un signe intéressant dans ce sens-là. Mais vous savez, le nouveau monde n'est pas arrivé avec la loi de moralisation. Je veux quand même vous rappeler, il y a encore du travail, quoi. Je veux quand même vous rappeler que la loi de moralisation, elle avait été exigée par François Bayrou, alors ministre garde des Sceaux. Quelques semaines plus tard, il quittait le gouvernement pour emploi fictif. Madame de Sarnez, ministre aussi, quitte le gouvernement à cause des emplois fictifs. Monsieur Richard quitte, qui était ministre de l'Intérieur. Richard Ferrand. Donc je tiens à le dire quand même. Parce que vous venez là-dessus, mais il a été blanchi. Madame Khattabi, il y a appel. Faisons confiance à la justice. Je fais confiance à la justice. Quitte le gouvernement pour devenir le patron du groupe En Marche et qui, d'ailleurs, espère bien aller encore plus loin dans son parcours, puisqu'on dit qu'il pourrait devenir le président de l'Assemblée nationale à la faveur du renouvellement qu'avait souhaité le président actuel. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous voulez dire que finalement, on vous a présenté un nouveau monde, mais... Je m'étonne quand même... Les collègues de la France insoumise, certes, c'est pas votre groupe, gardent leur logement HLM. On voit qu'il y a une collègue qui mord un chauffeur de taxi. On voit, le collègue du groupe En Marche. On voit qu'il y a un collègue du groupe En Marche qui donne des coups de casque à je sais pas qui. On voit qu'une collègue du groupe En Marche... il ne fait plus partie du groupe. Alors les sanctions sont prises. Tour opérateur fait des prestations de visite de l'Assemblée en les faisant payer. Je veux dire, Monsieur Delatte, vous exagérez quand même quand je pense que vous avez... Je ne vous ai pas interrompu. Je sais, mais quand même... On ne peut pas dire qu'on est dans le nouveau monde dans ces conditions-là. Fadila Khattabi, moi, ce que j'aurais souhaité, c'est qu'au contraire, on arrête de stigmatiser les élus, et notamment la réserve parlementaire. La réserve parlementaire, vous savez, il y a 2 jours, j'étais à Champagne-sur-Valjeanne, où nous inaugurions un espace culturel et touristique dans une ancienne halle de gare. J'ai été très fier d'avoir pu apporter une subvention au travers de la réserve parlementaire. C'est pas moi d'ailleurs qui la donne, c'est pas le député. Mais j'ai fait en sorte que des fonds soient fléchés. Fadila Khattabi, je vous laisse répondre sur Rémi Delatte. Ça c'est du concret. Non, mais c'est tout à fait du... Et c'est pas du clientélisme. J'ai donné sur les 10 années de mandat
1,4 million. Je ne dis pas que le travail n'a pas été bien fait, monsieur le député, je ne dis pas cela. Mais il s'avère que certains députés, certains élus distribuent cette réserve de manière opaque. Il aurait peut-être fallu revoir la distribution de cette réserve parlementaire via une commission faite d'élus, de présidents. Vous voulez dire qu'une telle somme gérée par une seule personne, un homme ou une femme député, comme il le souhaite, finalement, à discrétion, hein, comme on dit, c'est choquant pour vous? Disons que les Français, en tous les cas, ne comprennent pas qu'un député qui est là pour faire des lois, encore une fois, légiférer, puisse tout seul décider de la distribution de fonds publics. C'est ça la réalité. Vous n'avez pas eu l'occasion de gérer de la réserve parlementaire, vous n'étiez pas parlementaire. J'ai été parlementaire 10 ans avec une réserve parlementaire. Chaque parlementaire disposait de 130 000 euros qu'il peut faire attribuer à tel ou tel projet, donc d'une collectivité, une commune, une communauté de communes ou une association. Ce n'est pas le député qui donne l'argent. Il fait passer un dossier au ministère de l'Intérieur qui, lui, c'est le ministre de l'Intérieur qui donne la subvention. Monsieur Delatte, et tout ça n'est pas opaque. Tout ça est très transparent. Je l'ai publié tous les ans. Ce qui est étrange, c'est que certains élus, maires, pour ne pas les citer, m'ont dit effectivement que cette réserve était distribuée de manière clientéliste. Pour certains, ils n'ont jamais vu la couleur d'1 euro. Alors qu'ils avaient eux aussi des projets. Alors on ne va pas faire toute l'émission, je vous coupe. Mais ça a donné lieu effectivement à des débats, on voit bien. Il est encore vif. Un mot sur l'élection de Christophe Castaner à la tête de la République En Marche, Fadila Khattabi. Ça n'est pas forcément peut-être le meilleur exemple de renouvellement. Un proche du président, un seul candidat désigné, un score quasi de l'ordre du plébiscite. C'est le nouveau monde, Christophe Castaner. Et franchement, moi je suis très contente que ce soit Christophe Castaner qui soit à la tête du mouvement. Quelqu'un qui est apprécié des marcheurs et des marcheuses, apprécié des parlementaires, quelqu'un qui est intelligent, qui a effectivement la confiance du président. Et c'est un mouvement qui est jeune. Tout est à faire. Donc il est important aussi à la tête de ce mouvement de mettre quelqu'un avec une expérience, avec intelligence pour pouvoir structurer le mouvement. Ça ne vous choque pas, quoi? Non, pas du tout. Pas du tout. Moi, je ne porte pas de jugement sur la qualité de l'homme, qui de fait est une grande personnalité aujourd'hui dans le contexte politique. Mais ce qui me surprend, c'est que M. Castaner a été désigné par le chef de l'État. Et on a dit aux marcheurs et marcheuses, vous votez pour M. Castaner. À main levée. On n'est quand même pas dans un dispositif nouveau. Et allez voir, prenez des leçons chez les Républicains à cet égard. Deuxième élément, pas été tout à fait exemplaire à chaque élection. Je connaissais un certain Nicolas Sarkozy, tout le monde était au garde à vous devant lui. Même un débat Fillon-Copé, c'était compliqué. Est-ce que vous trouvez normal que le chef du premier parti de la majorité soit aussi ministre de la République? Vous trouvez ça bien? C'est pas le nouveau monde. Ça ne l'était pas pour Nicolas Sarkozy. Je ne vous ai pas beaucoup entendu. Je ne vous ai pas beaucoup entendu quand c'était Nicolas Sarkozy qui était effectivement chef du parti. Madame Khattabi, vous parlez du nouveau monde. Mais c'est un nouveau monde, effectivement. L'histoire nous le dira. L'histoire nous le dira. Effectivement, aujourd'hui, je considère que le changement est en route, qu'il y a une nouvelle donne politique, une nouvelle classe politique faite de personnes expérimentées. Les expériences aussi de la vie, il y en a, avec des talents, avec cette volonté effectivement de faire réussir la France, de faire réussir tous les talents. Et on peut aujourd'hui considérer que les choses ont changé. Alors effectivement, je termine juste, si vous le permettez, c'est vrai que les députés de La République En Marche ne sont pas de vieux briscards. Alors il n'y a pas toujours les codes, il n'y a pas... Voilà, mais c'est nécessaire. Qui d'ailleurs c'est nécessaire. J'allais participer à la majorité précédente. Pour avoir bien sûr, mais c'est fait de gens expérimentés et des gens qui viennent de la société civile, parce que là aussi, c'est la vraie vie. Et donc c'est important aussi de pouvoir les entendre et faire en sorte de répondre aux attentes des Français. On va avancer sur la méthode d'Emmanuel Macron et de sa majorité, si vous le voulez bien. Alors, fer de lance de son ambition politique, la réforme par ordonnance du Code du travail conduite par Muriel Pénicaud a consacré une meilleure flexibilité pour les entreprises, notamment pour les PME. Au-delà de la réforme elle-même, la méthode, la concertation ont en quelque sorte empêché une explosion sociale. Les syndicats divisés et la gauche n'ont pas réussi à mobiliser contre cette loi qui est finalement passée presque comme une lettre à la poste. Alors, Fadila Khattabi, est-ce que c'est ça
la méthode Macron? Je crois que le président l'a annoncé pendant la campagne présidentielle. Il a dit ce qu'il allait faire et il fait ce qu'il dit. Il a dit effectivement qu'il fallait libérer les énergies, libérer l'initiative, la création, soutenir le développement économique. Et ça passe effectivement par cette loi sur le renforcement du dialogue social. Donc c'est aussi important. Et il y a un deuxième volet, parce que c'est un package, et un deuxième volet, à savoir donc la protection des actifs. Sur laquelle vous travaillez en ce moment. Sur laquelle nous travaillons actuellement, à savoir la réforme de la formation professionnelle, de l'apprentissage, également effectivement le droit au chômage qui va aussi être réformé. Donc voilà, c'est un package. Quand on voit la mobilisation qu'il y a eu contre la loi El Khomri, on aurait pu imaginer le même type de mobilisation et ça n'a bizarrement pas eu lieu. Alors il y a eu une concertation. Je voudrais rendre hommage à la ministre, Madame Pénicaud, vraiment une femme intelligente et qui sait effectivement, pour le coup, prôner le dialogue social. Il y a eu quand même à peu près 70 réunions, plus de 300 heures de réunions. Donc le dialogue. Certains syndicats disent oui, enfin concertation. Elle les a rencontrés, elle nous a également rencontrés. On a auditionné plusieurs fois aussi la ministre pour savoir effectivement quelles étaient les lignes directrices, etc. Donc tout avait été mis sur la table, discuté. Et effectivement, c'est une réussite. Donc ce volet-là est une première étape. Et la deuxième étape, ça va être effectivement la réforme de la formation professionnelle. Rémi Delatte, la réforme du Code du travail, celle que finalement, vous, à droite, vous auriez tant aimé faire et que vous n'avez jamais réussi à faire, elle passe comme une lettre à la poste ? Alors, c'est un texte qui d'ailleurs nous a assez rapprochés, parce que l'essentiel de ce texte était dans le programme que nous avons défendu au moment des élections présidentielles et législatives. On sait bien que pour lutter contre le chômage, il faut apporter de la souplesse dans l'entreprise, il faut faciliter effectivement le recrutement, il faut aussi défendre les travailleurs. Et ça, c'est un point sur lequel on s'est retrouvés les uns et les autres, qui fait que d'ailleurs, j'ai, comme la plupart des membres du groupe Les Républicains, bien sûr suivi ce dossier, mais aussi soutenu ce dossier. Mais sur la méthode, vous avez-vous réussi à mettre des tas de gens dans la rue dans votre... Il y a quelque chose qui me gêne dans la méthode, c'est, je l'ai dit tout à l'heure, le fait qu'on ait eu recours aux ordonnances. Donc on peut penser qu'on aurait pu installer un débat autour du travail. Vous savez, moi j'entends les entreprises aujourd'hui nous dire, les artisans nous dire, l'ubérisation, c'est un vrai souci. Tout ce qui est robotisation aujourd'hui, qui laisse planer effectivement de grandes incertitudes sur l'emploi demain, c'est aussi des sujets sur lesquels on aurait besoin effectivement de pouvoir s'exprimer et de se projeter dans l'avenir. Mais est-ce que vous comprenez la méthode qui consiste à faire... Vous ne croyez pas que c'est un sujet qu'on aurait pu débattre au sein de l'Assemblée? Monsieur Delatte, vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a pas eu de débat. Il y a eu des débats, y compris dans l'hémicycle. Il faut que derrière on décide des choses. Aujourd'hui dans l'incantation. Non, pas du tout. On n'est pas dans l'incantation, Monsieur Delatte. On est vraiment dans l'action et on répond vraiment aux attentes des concitoyens. Moi, je rencontre des chefs d'entreprise, les présidents de branche, les consulaires. Tous nous disent, vous allez dans le bon sens. Il faut continuer. Et il y a ce deuxième volet qui est très important, qui va être la protection des salariés, la protection des actifs. Parce qu'il faut aussi répondre aux attentes des demandeurs d'emploi. On n'a connu que le chômage de masse. On fait partie presque de la même génération. Depuis les années 80, nous n'avons connu que le chômage de masse. Donc il est important effectivement de relancer aussi les investissements dans les ressources humaines. Or aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Aujourd'hui, sur 100 € dépensés dans la formation professionnelle, seuls 15 € vont aux demandeurs d'emploi. Là aussi, il y a une vraie injustice sociale, il y a une vraie inégalité. Donc ça va être la deuxième phase sur laquelle il va falloir travailler et effectivement se concerter, négocier. C'est très important, qui est attendu. Donc c'est une reventilation des fonds de la formation professionnelle. On a pris beaucoup de retard au niveau du chômage et bien que vous ayez été à l'époque, vous ayez soutenu cette majorité des 5 dernières années, on a pris du retard. Et aujourd'hui, nous profitons d'une conjoncture qui est plus favorable. On devrait avoir effectivement un taux de croissance de l'ordre de 1,8%. C'est une aubaine qu'il faut absolument utiliser pour accompagner l'entreprise dans sa redynamisation et qui, à terme, reconduira à un plein emploi, ce que nous souhaitons, ce que les pays voisins sont en train de mieux réussir que nous. Donc il faut que nous nous posions ces questions. Il faut qu'on aille vraiment avec détermination. Je suis prêt.
personnellement, et je sais que c'est l'avis des Républicains, je suis prêt à aller dans ce sens pour accompagner, pour favoriser cette mutation qui doit s'organiser autour du travail dans la modernité. Bien sûr, parce que... Et comme vous l'avez dit, la protection des salariés. Des salariés et des demandeurs d'emploi, j'allais dire des actifs de manière générale. Au-delà de la méthode, au-delà de cette question de la loi travail et des ordonnances qui l'accompagnaient, j'ai envie de vous poser à tous les deux la même question. Quelles sont les réformes qui vous ont marqué, en bien ou en mal, évidemment, positives ou négatives, de ces 6 derniers mois de travail parlementaire? Fadila Khattabi, si vous deviez retenir 1 ou 2 réformes qui vous tiennent à cœur, lesquelles? C'est cette loi qui est très importante. Vous savez, les Français aujourd'hui, ils n'ont que une priorité, vraiment très importante. Quand je suis sur le terrain, c'est l'emploi. L'emploi. Alors, les personnes nous interpellent, nous disent l'emploi pour mon fils, pour ma fille, pour ma petite-fille, c'est l'emploi. Et le quinquennat d'Emmanuel Macron sera jugé sur la réussite ou pas sur le plan de la régression du... Très important. Mais je crois que Emmanuel Macron, il est conscient que François Hollande a perdu 2 ans sur le quinquennat. Il y a eu le CICE. Il était à l'origine aussi, Emmanuel Macron. C'est ce qui explique cette forme de précipitation depuis 6 mois. C'est important d'aller vite. Il n'y a pas de temps à perdre. Nous devons effectivement redonner une vraie perspective d'avenir à la France et à nos concitoyens. Nous avons suffisamment perdu de temps. Donc il y a eu le CICE en 2014 qui commence à donner certains fruits. Il faut aller beaucoup plus loin et beaucoup plus vite, je le dis. Mais en même temps, je le dis pour le coup, en même temps, il va falloir vraiment travailler sur la protection des actifs. Rémi Delatte, qu'est-ce que vous retenez de ces 6 mois en termes de réformes faites ou en train d'être faites? On voit l'intention, de bonnes intentions, mais on voit aussi que l'on ne va pas jusqu'au bout du chemin. Et en particulier, la loi de finances que nous discutons actuellement, qui a été votée en première lecture, est un élément déterminant. On voit qu'il y a effectivement des choses tout à fait positives qui vont dans, par exemple, le prélèvement forfaitaire unique, le jour de carence dans la fonction publique, que M. Hollande, la majorité que vous souteniez à l'époque, avait abandonné et que nous remettons en base. Globalement, une baisse des impôts qui est en tout cas annoncée et qui, dans les faits, n'est pas tout à fait vérifiée complètement, en tout cas. Si. Et notamment, vous parlez de la pérennisation du CICE. On perd 1% quand même d'aide en passant. On passe de 7% et ben voilà, on est maintenant à 6%. On gratte, on rabote un petit peu en même temps qu'on prend des mesures. Vous ne me parlez pas de la loi sur la sécurité intérieure, des questions d'enseignement? La sécurité intérieure, là aussi, ça c'est un signe que le président aurait dû donner. Et on le sent frileux sur cette dimension. Moi, j'ai toujours voté les lois sécurité. Je les ai toujours votées. Sauf que la loi la sortie d'état d'urgence d'Emmanuel Macron et de Gérard Collomb ne va pas dans le bon sens. Ce n'est pas un bon signe que l'on donne. Non. Que l'on sorte de l'état d'urgence, c'est nécessaire. C'était important, l'état d'urgence. C'est nécessaire, mais sortir de l'état d'urgence à condition de garantir la sécurité pour nos concitoyens. C'est ce qui est inscrit dans la loi. Oui, mais à partir du moment où la loi ne va pas assez loin, on retire des moyens considérables pour garantir la sécurité à nos concitoyens. On n'a retiré aucun moyen. Là, vous ne pouvez pas dire cela. Vous ne pouvez pas dire cela. On aurait dû poser certaines questions sur lesquelles les Républicains, nous sommes vraiment positionnés. En particulier, qu'est-ce que l'on fera des Français qui vont revenir de Syrie ? Quelle sera la position de la France en la matière? Il y a de vraies questions sur la table. Est-ce qu'on n'est pas en train de faire marche arrière, notamment sur les moyens qui étaient donnés aux forces de sécurité, à la justice aussi, par exemple pour assurer les perquisitions, les contrôles de Schengen? Justement, il n'y a pas de baisse de budget au niveau de la justice, au niveau de la défense. Non, mais les moyens sont là, ils sont mis sur la table. Ils ne sont plus dans la loi de C'était important quand même de sortir. Pourquoi il était important de la sortir de l'état d'urgence en termes d'image aussi sur le plan international. Sur le plan international, c'est pas bon. On voit aujourd'hui avec le Brexit qu'il y a effectivement de nombreuses entreprises qui regardent du côté de Bonn, Berlin, ou qui regardent du côté de la France, parce qu'elles souhaitent effectivement revenir au sein de l'Europe, de l'Union européenne. Donc moi, autant qu'à faire, je préfère que ces entreprises, ces start-up viennent s'installer en France, à Paris. C'est aussi important. Mais quand vous avez le terme état d'urgence, les chefs d'entreprise qui veulent investir dans notre pays, ça décourage, ils ont peur, donc c'est important. Mais on a mis dans le droit commun des mesures coercitives. L'État a une obligation. Monsieur Delatte, je vous ai pas interrompu tout à l'heure. Vous m'avez C'est moi qui vais vous interrompre parce que j'aimerais qu'on aborde un autre thème. On arrive vraiment à la fin de cette émission.
émission. Vous parliez tout à l'heure de loi de finances, c'est la politique budgétaire et fiscale. Abaissement de l'impôt sur les sociétés à 25%, suppression progressive de la taxe d'habitation, passage de l'ISF à l'IFI, autant de mesures sur lesquelles l'État compte, compte pour booster l'économie. Alors, est-ce que c'est une politique de droite qui est menée par Emmanuel Macron? Je pose la question à Monsieur Delade d'abord. Il ne vous a pas échappé que le... En une minute, par contre. Il ne vous a pas échappé que le Premier ministre est issu des rangs des Républicains et qu'il a une culture de droite. Donc ça vous va. Président de la République, vous devriez alors applaudir, le président, non? sur certains aspects, oui, je l'ai dit tout à l'heure, je vote certains textes. Par contre, on ne va pas jusqu'au bout des choses. Il faudra aller plus loin, c'est sûr. Je l'ai dit sur les signes qui ont été donnés, notamment de baisse de la fiscalité. C'est une bonne mesure. On supprime l'ISF, c'est une bonne mesure, mais on va qu'au milieu du chemin. On continue à taxer le patrimoine parce qu'il y a aussi des choix à faire on augmente la CSG. Ça, c'est tout à fait contre-productif. Mais on répond aussi, on est contraint par un budget aussi. On est en train de charger, en particulier les retraités. Pas du tout. Vous savez, pas du tout. Madame Khatebi. Non, mais il y a eu des choix. Faire de la politique, c'est faire des choix. Et que son épouse gagne 1 800 €. 3 600 €. C'est l'augmentation. À la fin de l'année, 792 € de plus. Il reste une minute, donc je laisse répondre Fadila Khatebi. Je voudrais répondre. Non, mais on n'a plus le temps. Non, faire de la politique, c'est aussi faire des choix. C'est faire des choix. Je suis désolée, vous parliez d'une politique de droite, mais quand on augmente le minimum vieillesse de 100 €, donc sur 3 ans, 30 et quelques euros sur 3 ans. Quand on augmente effectivement la location d'adultes handicapés, c'est de droite. On a fait un effort considérable. Quand on augmente les aides pour les familles monoparentales, pour les gardes d'enfants, beaucoup de femmes élèvent seules leurs enfants. C'est de droite, cela ? Merci Fadila Khatebi. Merci à tous les deux d'avoir participé à cette émission, d'avoir accepté de débattre ce matin. Dans un instant, le point sur l'actualité régionale, puis la partie nationale de Dimanche en politique avec Francis Letellier qui reçoit la ministre chargée des Affaires européennes. Bon dimanche.